Oui, bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Dominique Paquette de Partenaire Conseil. C'est avec grande fierté et enthousiasme qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous savez, à chaque événement, on essaie d'innover, puis aujourd'hui, on procède à une toute nouvelle formule, soit vous partagez, suscitez votre intérêt sur 30 idées. Donc, chacun de mes collègues et mes associés vous partageront en une minute une idée sur laquelle on vous invite par la suite à consulter vos conseillers pour en savoir davantage. Donc, la formule est la suivante. Comme je vous partageais à l'instant, 30 idées en 30 minutes, mais par la suite, la thématique est en 4 volets. Donc, la première, la gestion des portefeuilles. Vous avez aussi des sujets sur le transfert de patrimoine et la planification successorale, la fiscalité et divers sujets qui entrecoupent la planification financière. Donc, sans plus tarder, j'invite mes collègues à vous partager chacune des bonnes idées. On aurait pu vous en partager une centaine, mais on a décidé de retenir les 30 plus originales. Sur ce, à vous la parole, messieurs. Donc, l'idée numéro 1. Bonjour à tous, Samuel Lampron. Donc, je commence avec la première idée. Savez-vous qu'une des meilleures façons de surmonter les périodes de volatilité, c'est d'investir d'une façon régulière? En effet, faire des placements à intervalles ça permet de réduire l'incertitude et en plus de ça, vous pouvez profiter des fluctuations du marché. Donc, acheter des actions à bas prix. Quelqu'un qui rentre sur le marché par semaine, donc d'une façon hebdomadaire, a 52 fois plus de chances d'acheter des actions à bas prix que quelqu'un qui rentrerait seulement une fois par année sur le marché. Bonjour, ici Luc Rodrigue. Je vous parle de l'assurance vie permanente. Est-ce rentable ou non? Bien sûr que ça l'est. Alors, comme vous le savez probablement, il y a deux types de contrats d'assurance qui existent sur le marché, les contrats qu'on dit temporaires et les contrats permanents. Les contrats temporaires, souvent, on les compare. On compare souvent avec un concept que tout le monde connaît, l'immobilier. On compare l'assurance temporaire à un loyer. Alors que l'assurance permanente, c'est davantage assimilé, si vous voulez, à l'achat d'un terrain ou d'un immeuble à revenu. Comment mesurer si c'est rentable ou non? Le taux de rendement interne. C'est assez simple. Il s'agit du taux de rendement qu'il aurait fallu obtenir pour les primes versées afin d'obtenir le capital assuré au moment du décès. Alors, vous avez deviné que si le décès survient tôt dans l'existence du contrat, le taux de rendement interne sera très élevé. Par opposition, s'il survient plus tard, le taux de rendement interne sera plus faible. Mais sachez que c'est toujours rentable. En toutes circonstances, c'est toujours rentable. L'important est de connaître pour quelles raisons on souscrit à ce type de contrat. Et comme on dit toujours, derrière chaque contrat d'assurance, il y a toujours des gens qu'on aime. Bonjour Ludovic Bertrand. La stratégie de placement par emprunt, qu'on appelle aussi le prêt levier, c'est une stratégie qui va s'adresser aux investisseurs qui ont une bonne connaissance en matière de placement, une bonne tolérance au risque et qui ont potentiellement maximisé leur contribution REER et CELI. La stratégie consiste en fait à emprunter un capital considérable à un faible coût d'intérêt, d'investir ce capital et de générer des rendements supérieurs au coût d'emprunt, ce qui va permettre justement d'accélérer et de favoriser la croissance du capital de l'investisseur à long terme en amplifiant les rendements. Merci, Ludovic. Donc, évidemment, actuellement, tout le monde est conscient et avisé que les taux d'intérêt sont très, très bas. Cependant, dans la loi de l'impôt, il existe la possibilité de mettre en place un prêt à taux prescrit. Vous devez savoir que le taux prescrit actuellement dans la loi de l'impôt est de l'ordre de 1 %. Donc, lors de la mise en place, le taux d'intérêt peut perdurer dans le temps. Donc, la stratégie est la suivante. Lorsque vous avez deux conjoints qui ont des revenus différents ou un patrimoine différent, il est possible pour l'un des conjoints de transférer, suite à la vente d'un immeuble, suite par exemple à la vente d'une entreprise, des actifs sous forme d'emprunt. Le conjoint sur lequel le prêt est souscrit a un taux d'imposition moindre. Donc, le volet ici, c'est de payer, ou la stratégie plutôt, c'est de payer moins d'impôts entre les deux conjoints. Le conjoint qui reçoit le prêt est tenu de verser des intérêts en faveur du souscripteur.
L'inflation. L'inflation est une variable qui est souvent sous-estimée, voire oubliée. En effet, on peut le constater en ce moment dans un mouvement inflationniste avec le COVID. Le coût de la vie a excessivement augmenté au cours de la dernière année. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est qu'en moyenne, elle est estimée à une augmentation de 2,1 % par année. Donc, si l'argent ne travaille pas à la hauteur de 2 vous perdez du pouvoir d'achat sur le court, moyen et long terme. Ce qui fait en sorte qu'on se distance de nos objectifs financiers et particulièrement la retraite. Les gens qui sont en décaissement, les gens font en deçà de 2,1 % en plus de décaisser, disons que le capital réduit considérablement. La diversification de portefeuille. Alors, souvent, on rencontre dans les médias une simplification de la diversification en évoquant un pourcentage en actions, un pourcentage en obligations. Or, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs types d'obligations, allant des obligations gouvernementales jusqu'aux obligations à haut rendement ou corporatives. Mais il y a également aussi beaucoup de types d'actions, beaucoup de styles qui existent. Donc, le premier style qu'on rencontre, le style croissance, on assimile souvent le style croissance aux technologies ou aux entreprises d'innovation. On parle aussi du style valeur. Le style valeur est un style qui est davantage assimilé à tout ce qui se passe au niveau des cycles économiques et c'est souvent des entreprises qui génèrent du dividende. On a un style momentum dont le gestionnaire fait la rotation dans les différents secteurs économiques pour profiter des différentes courbes, etc. Et il y a également le style contre-courant. C'est un style qui va tout simplement à l'encontre de ce qui est populaire, ce qui ne l'est pas. Il faut évidemment ne pas oublier la diversification géographique. Elle joue un grand rôle, États-Unis, Europe, Asie et Canada, bien sûr. L'idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on parle ici il est important d'avoir un portefeuille qui est personnalisé et qui tient compte de votre profil d'investisseur et dont les pondérations vous représentent, vous, comme investisseur. Merci. La mise à part de l'argent, qu'on appelle dans le jargon financier la MAPA, est une stratégie fiscale qui est très avantageuse et qui s'adresse aux travailleurs autonomes, aux propriétaires d'entreprises individuelles et aux propriétaires d'immeubles locatifs principalement, qui ont des dettes à titre personnel, que ce soit prêt personnel ou solde sur marge de crédit, et dont les frais en intérêt ne sont pas déductibles d'impôts. La MAPA va permettre justement certaines manœuvres financières pour convertir les dettes dont l'intérêt n'est pas déductible en dettes déductibles d'impôts. Merci, Ludovic. Donc, évidemment, le fameux régime d'épargne invalidité, tellement méconnu, il est possible, lorsque vous êtes atteint d'un handicap physique ou tout autre, d'avoir la possibilité de recevoir par héritage des sommes non imposables ou carrément d'épargner lors de votre vivant là, entre la naissance et l'âge de 49 ans à l'abri de l'impôt. Sachez aussi que le gouvernement est en mesure, avec des bons et des subventions, tout dépendant du revenu familial, d'injecter jusqu'à concurrence de 3 500 $ par année. Vous pourriez être surpris en discutant avec nos gens au fil des ans. On a vu à différentes reprises des gens qui pouvaient se qualifier, qui évidemment ne savaient pas du tout. Donc, c'est intéressant de connaître les critères de qualification et possiblement aussi de réviser votre planification testamentaire. Prédire le marché peut être une erreur importante pour un investisseur. En effet, le graphique nous permet de constater que ça peut coûter extrêmement cher. Donc, un placement de 10 000 $ ininterrompu de 1980 à aujourd'hui adresse 708 143 $. Cependant, quelqu'un qui aurait essayé de prévoir le marché, prédire le marché, dis-je, et qui a manqué seulement les 5 meilleures journées, en fait, dites-vous 5 journées en 41 ans, son placement aurait fondu à 458 476 $. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est des journées qui ont coûté excessivement cher. Donc, rester pleinement investi, ça peut paraître simple, mais des fois, la simplicité, c'est payant. Le CELI. Depuis son lancement en 2009, le CELI,
On a souvent sous-estimé les effets du CELI depuis son lancement en 2009 parce que la somme critique qui se retrouvait dans les comptes était tout à fait minime ou très peu grande. Et avec le temps, ces sommes-là ont grandi. Alors, on découvre au fil du temps différents aspects fort intéressants avec ce CELI, notamment dans le cadre d'une planification successorale. Alors, saviez-vous que les cotisations non utilisées par le conjoint ne sont pas transférables à son décès? Alors, de ce fait, si vous disposez de sommes non enregistrées, dans des comptes non enregistrés et que vous n'avez pas maximisé votre CELI, il serait fort recommandé de songer à remplir votre CELI au maximum afin qu'au décès, le maximum puisse être transféré au conjoint survivant. Pardon. La convention entre actionnaires est un incontournable pour protéger votre entreprise contre les impondérables. Pour les gens qui détiennent une entreprise conjointement avec un ou plusieurs individus, la Convention prévoit justement les droits et les obligations de chacun des actionnaires. Et quand on dit protéger contre les impondérables, l'impondérable qui serait probablement le plus malheureux et le plus dramatique pour l'entreprise serait en fait le décès d'un des actionnaires. La Convention peut justement permettre de prévoir un rachat des parts par la compagnie et éviter à l'actionnaire survivant de devoir transiger avec les héritiers légaux, qui sont bien souvent la famille du défunt et qui n'ont pas nécessairement à voir avec la compagnie. Merci, Ludovic. Évidemment, le régime de retraite exécutif, un autre acronyme dans le domaine financier, versus le fameux REER qui est vraiment connu là, parmi vous. Donc, anciennement appelé RRI, le régime de retraite individuelle, maintenant, il a beaucoup évolué, beaucoup plus flexible. Il peut être transféré d'un actionnaire à l'autre, d'un employé à l'autre. Évidemment, il faut comprendre que cette stratégie s'adresse essentiellement à des propriétaires d'entreprises. Donc, l'objectif ultime, c'est que l'espace fiscal qu'on peut cotiser à même un régime de retraite exécutif beaucoup plus généreux qu'un simple REER. Donc, ce sont évidemment des dépenses 100% admissibles pour votre société. C'est des sommes 100% insaisissables pour des gens d'affaires, donc fortement suggéré. Mon collègue Dominique vous a présenté le régime enregistré d'épargne invalidité, un régime excessivement généreux. Cependant, il existe également le régime enregistré d'épargne-études. Celui-ci est destiné à vos enfants. Dites-vous que sur les 2500 premiers dollars, vous recevez une subvention de 30 %, donc 750 $ que vous pourriez avoir du gouvernement. Également, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est sa flexibilité. Donc, c'est destiné aux études postsecondaires. Par contre, comme on sait de nos jours, tous les chemins mènent à Rome. Donc, les DEP, la plupart des DEP sont couverts, le cégep est couvert et également l'université. Si jamais l'enfant ne continue pas les études après le secondaire 5, la beauté de tout ça, c'est que tout l'argent qui a été mis dans le régime revient. Donc, il n'y a jamais de perte d'argent, peu importe les décisions de l'enfant. Dans le cadre des activités d'une compagnie, d'une corporation, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des opérations, il y a des investissements. On peut se retrouver avec la réalisation d'un gain à capital suite à la vente de portefeuilles de structures de société, à la vente d'immeubles ou de terrains, ou même, ça peut être aussi par la prestation, le versement d'une prestation d'assurance. Tous ces éléments d'activité génèrent ce qu'on appelle un compte de dividende en capital. Le compte de dividende en capital, qu'on appelle communément le CDC, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un compte fictif qui vise à réduire les impôts personnels de l'actionnaire et qui agit positivement sur sa rémunération et l'ensemble de la rémunération nette qu'il reçoit. Donc, si vous avez des investissements dans votre société, je vous invite à considérer cet aspect fortement intéressant. En ce qui a trait au fonds enregistré de revenus de retraite FER et fonds de revenus viagers FRV, la particularité qu'on veut apporter aujourd'hui, pour certains retraités qui seraient en couple et qui auraient une différence d'âge entre les conjoints, il y a des retraités qui ont accumulé des sommes importantes dans leur REER et qui sont présentement en phase de décaissement FER.
On sait très bien que la loi de l'impôt sur le revenu nous oblige, en fait, à partir d'un certain âge, à décaisser des montants minimums. Par contre, pour certaines personnes, il y a des gens qui n'auraient pas nécessairement besoin de ces liquidités-là, qui se voient contraints de décaisser et qu'en fait, on risque même peut-être de pénaliser fiscalement si on augmente le revenu imposable. À ce moment-là, sachez que le facteur de décaissement augmente en fonction de l'âge. Il peut être avantageux, justement, de baser le facteur de décaissement en fonction de l'âge du conjoint ou de la conjointe plus jeune. Dans l'exemple ci-dessous, justement, on voit que monsieur a 75 ans et est donc tenu de décaisser 7,85 % par année. Par contre, s'il base le facteur de décaissement sur l'âge de la conjointe qui, elle, a 65 ans, le facteur diminue donc à 4 %. On limite donc les retraits, en fait, obligatoires là, dans le temps. Merci, Ludovic. Donc, les impôts successoraux, évidemment, là, toute notre vie, on travaille très, très fort pour minimiser les impôts payables, mais sachez que lors d'une succession, on peut atteindre un taux d'imposition jusqu'à 53 %. Oui, vous avez bien lu, 53 % dans certains cas, dis-je, là, d'impôts payables sur certains des actifs. Donc, évidemment, nous, on suggère fortement de procéder à une planification successorale, que ce soit par entremise de stratégies financières pour financer les impôts ou même les réduire, ou en révisant les testaments. Un testament avec certaines recommandations du notaire, du fiscaliste et du planificateur financier peut vous permettre de réduire des impôts, ou même dans certains cas, on va même recommander là, de procéder à une fiducie testamentaire. Évidemment, c'est du cas par cas. Ça peut avoir l'air redondant, mais il ne faut jamais négliger la force du long terme. Donc ici, comme on peut voir, le TSX, donc l'indice qui représente le marché canadien, a su réaliser un rendement de 7,7 % du 31 juillet 1990 au 30 juin 2020. Faites-vous-en pas. On a fait exprès de mettre le 30 juin 2020 en pleine période de COVID. On voulait illustrer la volatilité qui s'est dégagée l'année passée. Donc, la date, elle a été choisie avec brio. Par la suite, la volatilité, ça va toujours rester donc sur le court terme. Par contre, dites-vous, c'est un petit prix émotionnel à payer pour arriver à vos objectifs financiers. L'indépendance du conseil. Comme vous vous en doutez sans doute, tout conseiller ou planificateur financier a intérêt à rattacher sa pratique à une institution financière reconnue. Évidemment, ça fait partie de la crédibilité qu'on se bâtit. Évidemment, ce n'est pas la seule chose sur laquelle se construit notre crédibilité, mais comme vous le savez, nous, chez SFL, nous sommes partenaires conseil et rattachés à SFL, qui s'affiche comme une plateforme totalement indépendante dans le choix des solutions financières qu'on vous recommande. Ainsi, nous sommes à même de pouvoir recommander les meilleurs gestionnaires du marché et nous avons la totale indépendance pour être capable de les dénicher, de les chercher, de les trouver. Chez Partenaires Conseil, on fait une recherche fondamentale sur les meilleurs gestionnaires, sur les meilleurs portefeuilles les plus étoilés, les meilleurs quartiers. Alors, également, aussi, j'ajoute que les compagnies d'assurance que l'on recommande sont les meilleures pour votre solution à conduire. Alors, nous sommes très, très fiers d'afficher cette liberté sans embûche et de pouvoir recommander ce qui se fait de mieux pour vous. Les placements en catégorie de société. Pour les investisseurs qui ont maximisé les contributions REER et CELI et qui ont des investissements en liquidité non enregistrés qui doivent s'imposer d'année en année sur le rendement, ils pourraient être très, très avisés de se retourner vers une structure en catégorie de société. La structure en catégorie, c'est une structure qui est fiscalement avantageuse puisqu'elle va permettre de limiter les distributions imposables et en fait de reporter l'impôt sur le rendement dans le temps. L'idée numéro 20, en fait, dans les portefeuilles de placement, sachez qu'il existe différentes sources de revenus qui sont imposables. Donc, on pense ici à des intérêts ou des revenus de location, des revenus d'immeubles, des revenus immobiliers. Vous avez des revenus de dividendes, du gain en capital. Il est possible aussi de considérer une remise en capital. Donc, on vous remet votre capital les 10, 15 ou 20 premières années de façon à réduire vos revenus imposables. Donc, que ce soit lors de l'accumulation ou que ce soit dans un contexte de retraite,
possiblement qui est très avantageux pour vous de considérer de payer le moins d'impôts possible. Donc, évidemment, avec les stratégies que nous sommes en mesure de mettre en place, on peut vous accompagner. L'assurance vie versus l'assurance hypothécaire. En fait, tout d'abord, pour commencer, l'assurance hypothécaire n'est pas obligatoire. Souvent, les banques, on joue avec les mots ou quoi que ce soit pour faire croire qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. Deuxièmement, la grande différence entre une assurance personnelle et une assurance hypothécaire, c'est le prix. L'assurance vie est beaucoup moins chère que l'assurance hypothécaire. Deuxièmement, avec l'assurance vie, on peut nommer un bénéficiaire. Tandis qu'avec l'assurance hypothécaire, ce n'est pas le cas. La banque va simplement verser l'argent sur l'hypothèque restante. Ensuite de ça, la beauté, c'est que l'assurance vie, le capital est fixe à travers le temps. Tandis que l'assurance hypothécaire, le capital décroît à travers le temps au même rythme que votre hypothèque. Et la beauté, c'est que si jamais vous changez d'institution financière, pour X raison, un meilleur taux, l'assurance vie vous suit, peu importe vos décisions, tandis que l'assurance hypothécaire, ben, ce n'est pas le cas. Il faudrait en reprendre un autre avec la nouvelle institution. La mise à jour de votre planification. On vous encourage énormément périodiquement, à chaque 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout dépendant du rythme de votre vie, à mettre à jour votre planification financière lorsque vous vivez des choses qui changent le courant de votre vie. On vous propose donc une planification financière recoupe plusieurs éléments, dont les éléments financiers, les projections de retraite, tout votre aspect fiscal, vos aspects légaux, vos documents légaux, vos assurances, votre stratégie de placement. Tous ces éléments sont très utiles à mettre dans la même direction, dans une seule et même stratégie, dans le but de nous fournir à nous un gouvernail pour mieux vous aider. Les fonds distincts. Pour les propriétaires d'entreprises qui détiennent des investissements à titre personnel hors compagnie de gestion, certains d'entre eux pourraient être préoccupés par la protection contre les créanciers. Les fonds distincts, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution d'investissement qui est très, très similaire aux fonds communs de placement. La seule différence, en fait, qu'ils sont offerts par les compagnies d'assurance, ce qui fait en sorte qu'ils sont basés sur la même structure légale qu'un contrat d'assurance vie et permettent donc une désignation de bénéficiaire en cas de décès à même le placement, ce qui rend donc le capital investi insaisissable et à l'abri des créanciers. Merci, Ludovic. Évidemment, le fameux REER que tout le monde connaît, il est possible de cotiser au REER du conjoint. Donc, de deux façons. La première, donc le conjoint qui rencontre le taux d'imposition le plus élevé, puisque son revenu est plus élevé, donc va chercher à obtenir la déduction. Cependant, si j'ai pleinement cotisé à mon REER, il est possible de, à mon CELI, j'ai remboursé ma dette, il est possible de cotiser dans le REER de c'est-à-dire dans mon REER à nouveau, mais d'émettre plutôt le reçu à mon conjoint ou à ma conjointe. Donc, l'objectif ultime ici, c'est de réduire le taux d'imposition durant la vie active, durant la carrière, mais par la suite, ça devient même intéressant lors de la retraite. Ça vous permet, dans plusieurs cas, évidemment, de payer moins d'impôts lors des décaissements des retraites telles que nous avons vu précédemment. L'âge moyen de la retraite est 63 ans et l'espérance de vie moyenne entre 87 et 89. Donc, c'est à croire qu'il y a un bon nombre de gens qui peuvent s'attendre à devoir se financer sur 25 ans et plus. La solution, commencez à investir tôt. Vous voyez dans le graphique, le scénario 2, quelqu'un qui commencerait à 35 ans à mettre des investissements de 100 $ par mois versus quelqu'un de 45 ans qui devrait mettre les bouchées doubles, donc qui met 200 $ par mois. On peut voir quand il arrive, la valeur à la retraite est sensiblement les mêmes à quelques centaines de dollars près. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Tout le monde peut arriver à son autonomie financière. Cependant, si on commence plus tôt, disons, c'est un petit peu plus facile, mais si on commence un petit peu plus tard, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, c'est juste qu'on va devoir mettre les bouchées doubles, comme on dit. Qu'est-ce que le régime exécutif de santé?
C'est un régime qui comporte une prestation lorsque l'assuré reçoit un diagnostic d'une maladie grave qui est couverte par le régime. Généralement, il y en a 20 à 26. Le type de réclamation qu'on répertorie depuis l'existence de ce concept tourne autour de 95% des réclamations tournent autour du cancer, la crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, le pontage coronarien. Dans ce type de régime, on retrouve presque toujours une disposition qui permet de rembourser les primes advenant décès en cours de route, mais aussi, on rencontre également souvent le remboursement, une disposition qui permet le remboursement des primes à une certaine période donnée. Souvent, c'est 15 ans. En contrepartie de l'annulation du contrat, le régime prévoit que toutes les primes versées sont remboursées intégralement sans manquer un seul sou au titulaire payeur. Ce remboursement est totalement non imposable et évidemment, j'ai dit que ça ne coûtait pas grand-chose par le fait que c'est remboursé, mais sachez que le véritable coût de ce type de contrat, de type de régime, est le coût d'opportunité. Alors, pour les gens qui ont des compagnies opérantes, on peut développer à l'aide de ce concept-là des stratégies fort intéressantes. Le régime d'accession à la propriété en cas d'échec de l'union. Une majorité de contribuables connaissent aujourd'hui le régime d'accession à la propriété qu'on appelle communément le RAP, qui permet à un individu de retirer une somme allant jusqu'à 35 000 $ de ses REER en franchise d'impôt lors de l'achat d'une première propriété. Sachez que depuis 2019, le gouvernement fédéral a allégé les critères d'admissibilité au RAP et permet justement aux couples qui seraient en instance de divorce ou en séparation de se prévaloir du RAP une seconde fois, et ce, même s'ils sont déjà propriétaires. Ce qui peut permettre, en fait, de favoriser le rachat des parts de la maison par le conjoint qui va conserver la propriété. Le fameux régime d'épargne-études qu'on entend communément parler ou plus fréquemment parler, dans la majorité des cas, en fait, ce sont les parents qui souscrivent au fonds d'études. Donc là, il n'y a pas de problème. Cependant, dans plusieurs cas, nous, on a le privilège d'évoluer avec des gens généreux. On rencontre beaucoup de grands-papas et de grands-mamans qui sont motivés à mettre en place des fonds d'études. Cependant, dans le testament, vous devez prévoir une clause qui remplace le titulaire du régime. Si ce n'est pas fait, le fonds d'études est imposable à la succession. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est que, inquiétez-vous pas, on va tous vous contacter pour certains d'entre vous. On a découvert dans la loi de l'impôt cette particularité qu'il est favorable de transférer le côté titulaire, donc la détention des fonds d'études en faveur des parents, puisque le risque de décès est moindre, ou lorsque ce n'est pas possible, de procéder, si vous voulez, à une révision de votre testament pour qu'on prévoie un titulaire remplaçant. Et numéro 29, donc l'avant-dernière. En investissement, la bonne nouvelle, c'est que la montée est souvent plus longue que la descente. Dites-vous que la durée moyenne d'un marché haussier, peut-être en anglais, avez-vous déjà entendu parler du bull market, dure 55 mois. Comme vous voyez le graphique ci-dessous, vous voyez que les montées sont beaucoup plus longues que la descente. La descente, communément appelée en anglais le bear market, dure en moyenne 14 mois. Ce graphique-là est basé sur le S&P 500, un des indices principaux aux États-Unis, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises. Trentième idée, dernière idée, l'assurance vie avec capitalisation. C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde de la finance, ou je dirais aussi peut-être un outil méconnu. Alors, si vous avez tiré les conclusions de votre planification financière et que vous avez des liquidités excédentaires, vous avez une facture d'impôt à payer au décès, vous avez intérêt à vous doter d'une stratégie d'économie fiscale ou simplement faire un leg particulier, l'assurance vie entière avec capitalisation devient une stratégie extrêmement efficace et très rentable au décès. Que comporte exactement l'assurance vie avec capitalisation? Premièrement, la période de prime, elle est compressée sur une période qui peut aller entre 10 et 15 ans. Deuxièmement, le capital assuré est croissant, donc peut même doubler au fil des 10, 12 premières années.
Également, les fortes valeurs, l'accumulation de fortes valeurs de rachat en franchise d'impôt. Donc, on peut souvent développer des stratégies d'économie fiscale de votre vivant et également au décès à l'aide de cet outil très, très puissant. Alors, l'important dans tout ça, c'est de souscrire à un régime qui est totalement adapté à votre situation. Alors, au nom de mes collègues, Dominique, Samuel, Ludovic et moi-même, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est fort agréable. Merci, Luc. Merci, Ludovic. Merci, Samuel. Sachez que toute l'équipe est au poste pour vous servir. On a une super belle équipe administrative, plus que jamais, expérimentée, évidemment, avisée et disponible. Donc, on tient à vous remercier d'avoir participé à la conférence. On souhaite que vous ayez apprécié. On essaie d'innover à chaque occasion. On vous prépare des surprises pour l'automne. Soyez au rendez-vous. Donc, évidemment, chacun de vos conseillers seront disponibles pour en partager davantage, puis aller, évidemment, valider si le tout vous concerne. Sur ce, santé à vous, bon déconfinement, respectons les règles, puis le meilleur est à venir. Sur ce, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, messieurs.